Lorsque l'on parle de la ville qui ne dort jamais, tout le monde pense à New York. Les restaurants, les animations, Times Square, la ville est toujours en activité. On peut dire qu'elle porte bien son nom, mais elle n'est pas la seule à le porter. St. est perdue au milieu de la campagne. Cette petite ville se situe non loin d'imposantes collines derrière lesquelles le soleil disparaît. En apparence, c'est un endroit tranquille au faible nombre d'habitants. La seule route qui mène à St. est cabossée et très peu empruntée. Les seules voitures qui traversent la ville appartiennent aux employés de l'usine, qui se trouve à 3 km, ainsi qu'aux voyageurs qui se moquent des limitations de vitesse, désireux d'arriver plus vite à destination. Elle ne possède que quelques petits commerces, un bar à proximité de la place centrale, ainsi qu'un minuscule magasin de vêtements au prix attractif. Aucun logement n'a été construit depuis près de 10 ans, et aucun nouveau résident n'a pointé le bout de son nez depuis fort longtemps. En revanche, les départs sont fréquents. À vrai dire, personne n'a envie de rester là-bas. Mais celles et ceux qui ont investi tout leur argent dans leur demeure sont coincés. Dans cette petite ville, tout le monde se connaît, et tout le monde connaît les règles. Et oui, les apparences sont trompeuses. St. a tout de la jolie petite ville de campagne sans histoire, mais en réalité, il n'en est rien. Personne ne sait réellement quand ça a commencé, mais tout le monde sait que cela dure depuis longtemps. J'ai grandi dans cette ville avec ma mère. Elle avait tendance à me surprotéger, et cela m'énervait beaucoup, mais elle avait raison de le faire. Là-bas, tous les parents surprotégeaient leurs enfants. Il y en avait très peu à St. et ils étaient solitaires. Tout comme leurs parents, ils étaient très méfiants. Contrairement aux villes aux alentours, celle-ci était la seule à avoir un couvre-feu. À 18h50, les commerçants fermaient leurs boutiques, les travailleurs fonçaient jusqu'à leur domicile, et les policiers reposaient leurs uniformes. À 19h, tous les habitants étaient enfermés chez eux. À partir de cette heure-ci, plus personne ne devait sortir jusqu'à 8h du matin. Les habitants devaient verrouiller leurs portes à double tour. Beaucoup possédaient des serrures à 3 points, et certains avaient même rajouté un verrou supplémentaire. Tous les volets devaient être fermés, et les lumières éteintes. Si une seule de ces règles n'était pas respectée, tout le monde savait ce qu'il se passait la nuit, et cela pesait beaucoup sur la ville. Là-bas, personne ne souriait. À l'école, les professeurs étaient toujours très anxieux. Ils étaient distants avec les élèves, et ceux-ci l'étaient également. La police patrouillait constamment la ville. Toujours sur leur garde, les policiers analysaient méticuleusement chaque habitant avec un regard suspicieux. Personne ne se sentait en sécurité. Personne. Lorsque l'heure du couvre-feu se rapprochait, ma mère barricadait toutes les issues et allumait plusieurs bougies. Je connaissais la vérité, mais elle essayait de me rassurer en me disant que nous devions agir comme s'il s'agissait d'un jeu. Tous les soirs, on poussait le vaisselier contre la porte d'entrée. On faisait des nœuds sur les poignées de fenêtre afin de les bloquer, puis on allait se réfugier dans le grenier. Nous bloquions la trappe d'accès avec un vieux canapé, et on passait la nuit à l'intérieur. On y avait installé une table, ainsi qu'un lit 2 places dans lequel nous nous enlacions pour dormir. Maman et moi dormions très peu. Même si toutes les issues étaient bloquées, nous avions peur. Parfois, des cris de voyageurs égarés tranchaient le silence de la nuit. Lorsque cela se produisait, ma mère plaquait son oreiller contre mes oreilles. Mais malgré cela, j'entendais toujours ces hurlements déchirants, ainsi que ces horribles lamentations. Les habitants savaient ce qui rôdait dehors, mais ils ignoraient ce que c'était réellement, ni à quoi cela ressemblait. Les baratineurs affirmaient qu'ils les avaient déjà vus. Certains racontaient que ces choses étaient des loups affamés. D'autres affirmaient qu'il s'agissait de démons chargés d'emporter des âmes innocentes jusqu'en enfer. Mais tous mentaient. Aucun habitant de St. n'avait cherché à savoir ce qui rôdait dans les rues. Et ceux qui avaient eu le malheur de traîner dehors ou d'enfreindre les règles avaient disparu. Encore aujourd'hui, personne ne sait. Sauf moi. Je n'oublierai jamais ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Ma mère et moi dormions paisiblement lorsque l'un des carreaux de la cuisine s'est brisé. Surpris, nous avons bondi du lit, et nous nous sommes recroquevillés dans un coin du grenier. Le réveil de maman affichait 3h du matin. D'une voix tremblante, elle m'a ordonné de rester calme et de ne pas bouger. Dans la maison, des meubles se renversaient et d'autres carreaux se brisaient. J'ignorais combien ils étaient, mais ils nous voulaient. Je me répétais que tout cela n'était qu'un cauchemar. Nous avions éteint toutes les lumières, ils n'avaient aucune raison d'attaquer la maison. Ils se rapprochaient. Soudain, l'un d'eux a trouvé la trappe, et il a essayé de la soulever. Nous avons retenu un cri. Ma mère me chuchotait qu'il ne pouvait pas nous atteindre. Pourtant, la trappe se soulevait tout doucement. Petit à petit, elle s'est lentement refermée. Mais soudain, le canapé s'est renversé, et la trappe s'est ouverte.
Ma mère a échappé un cri de terreur. Une masse sombre est entrée dans le grenier. Ça mesurait près d'1,90 m, et cela respirait comme un veau. De grands yeux jaunes ont tranché l'obscurité comme les phares d'une voiture, puis se sont dirigés vers nous. Ma mère s'est ruée vers le lit et a dégainé un couteau de cuisine. La créature l'a longuement contemplé. Les bougies étant éteintes, seule la lune éclairait faiblement la pièce. Soudain, la chose s'est avancée jusqu'à la lumière. Lorsque je l'ai vue, mon sang s'est glacé. Il s'agissait d'un homme d'une 40aine d'années. Sa peau était blanche comme de la craie, et ses vêtements dataient d'une autre époque. Sa grosse barbe, mi-brune, mi-rousse, luisait, tout comme son visage. Soudain, un large sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Ma mère s'est courageusement jetée sur lui, avant de m'ordonner de partir. La lame du couteau a transpercé l'abdomen de la chose qui n'a eu aucune réaction. Pas une seule goutte de sang n'est sortie de la plaie, et son sourire était toujours de marbre. Il semblait même s'élargir. Ma mère est restée inerte. La créature a arraché le couteau avant de le jeter sur le sol. Puis il a attrapé ma mère. Apeuré, je me suis enfui à toutes jambes. Derrière moi, les cris de lamentation de ma mère me brisaient les tympans. J'ai traversé la maison sans ralentir. Autour de moi, tout était cassé. Je suis sorti dans la rue. Éclairé par la pleine lune, Senlo ressemblait à une ville fantôme. J'ai inspecté les environs, et j'en ai vu d'autres. Lorsqu'ils ont remarqué ma présence, ils se sont précipités vers moi en hurlant. J'ai pris mes jambes à mon cou. Ces choses allaient bien plus vite que moi. Elles étaient nombreuses, très nombreuses. Alors que je voyais le panneau de la ville se dessiner, quelque chose m'a plaqué contre le sol. Il s'agissait d'une femme, l'une des leurs. Ses yeux jaunes me contemplaient avec une lueur de folie. Elle a ouvert sa bouche, dévoilant ainsi tout un attirail de dents aiguisées. Son visage s'est rapproché, et ses dents ont claqué. Je l'ai retenue avec mon bras. Son poids m'écrasait, mais je pouvais bouger. Les autres se rapprochaient. À la fois enragé et terrorisé, j'ai frappé la chose, encore et encore. Mes coups ne lui faisaient rien, mais cela l'énervait. Folle de rage, elle a poussé un cri bestial. C'est alors que je l'ai renversée sur le côté. Débarrassé d'elle, je me suis précipité hors de la ville. Une fois le panneau franchi de quelques centimètres, mon pied a heurté une pierre, et je suis tombé en avant. Je me suis relevé précipitamment, persuadé que j'allais y passer. Lorsque mes yeux se sont reposés sur Senlo, j'ai vu les créatures. Elles étaient toutes agglutinées derrière le panneau, bloquées par une barrière invisible. Elles me regardaient avec des yeux remplis de haine. De la bave tombée sur le sol. Elles étaient affamées. J'ai couru jusqu'à la ville la plus proche. Là-bas, des policiers m'ont sérieusement écouté, et une enquête a été menée durant plusieurs jours. Ma mère n'a jamais été retrouvée. J'ai passé le reste de mon enfance ainsi que mon adolescence dans une merveilleuse famille d'accueil. Puis je suis allé faire ma vie d'adulte. Une nuit, alors que je rentrais du travail, j'ai décidé de faire un détour et de traverser Senlo. Bien évidemment, je ne comptais pas m'arrêter. Je voulais juste revoir ces choses. Ce que j'ai vu me hante encore. J'ai vu ces créatures se promener dans les rues comme de parfaits êtres humains. J'ai vu des couples, des parents avec leurs enfants. Ils menaient une vie parfaitement normale. Du moins, en apparence. Je savais qu'ils faisaient semblant. Durant toute ma traversée, ils ne m'ont pas quitté des yeux. Ils n'attendaient qu'une chose, que je m'arrête. D'autres disparitions ont suivi celle de ma mère. Actuellement, Senlo ne compte plus que 17 habitants. Si vous êtes amené à traverser cette ville en pleine nuit, changez d'itinéraire. Ou alors, roulez à pleine vitesse et ne vous arrêtez pas. Ces choses sont de plus en plus nombreuses, mais aussi beaucoup plus hostiles. Elles sont prêtes à tout pour se nourrir. Si vous avez le malheur de vous arrêter, vous deviendrez leur repas.